l'Université Paris-Dauphine. Et je vais vous présenter très rapidement l'initiative de recherche, pourquoi, effectivement, même si Romain l'a déjà bien expliqué, et puis qu'est-ce qu'on va entre guillemets en faire, et notamment en termes de projet de recherche. Alors moi, en fait, j'ai toujours fait mes recherches sur le comportement du consommateur, puisqu'en fait, je parle des sens de gestion, et plus particulièrement du marketing, donc ça peut paraître un peu curieux, mais je m'intéresse en fait aux relations que les consommateurs ont avec leurs objets matériels. Donc c'est-à-dire pourquoi vous gardez des objets dont vous n'avez pas l'utilité, pourquoi vous les vendez, pourquoi vous les donnez, pourquoi vous les laissez sur le trottoir, etc. Alors je m'intéresse au pourquoi et au comment depuis maintenant une petite dizaine d'années. Et alors comment en fait est née cette initiative de recherche et en quoi en fait finalement l'Agence du don en nature résonne avec mes travaux de recherche. Mais tout simplement déjà dans le terreau, c'est vraiment des relations effectivement longues, comme Romain l'a dit. On s'est rencontrés en 2014-2015, donc ça fait déjà longtemps. Et en fait, moi, je fais travailler effectivement mes étudiants en master notamment sur des sujets de recherche qui sont effectivement, comme l'a dit Romain, sur l'économie circulaire, l'anti-gaspillage beaucoup, et aujourd'hui effectivement sur la précarité matérielle. Et puis je travaille depuis aussi 10 ans, même un peu plus de 10 ans avec l'ADEME, sur différents sujets, et notamment, si je caricature un peu, ça a été les déchets, puis le gaspillage des objets, et aujourd'hui sur la sobriété matérielle. En fait, si vous voulez, le point commun entre nous trois, c'est-à-dire Dauphine et l'équipe que je représente, effectivement ADN et puis l'ADEME, en fait c'est le non-alimentaire. Ce sont les objets matériels, et voilà, qu'est-ce qu'on en fait, ces objets matériels, comment ils circulent. Voilà, donc c'est un peu les questions de non commun. Donc l'objectif de l'initiative de recherche, c'est vraiment d'articuler connaissances et action sur le terrain. Moi, je sais que j'y suis très sensible en tant qu'universitaire, c'est-à-dire que effectivement, c'est très important de produire de la connaissance, surtout au vu de la complexité effectivement de notre société, mais aussi vraiment d'avoir des actions très concrètes. Et donc, via ADN, on crée aussi des outils à destination des structures qui sont complètement dans l'urgence, qui n'ont pas le temps effectivement de penser, mais qui sont très désireuses de le faire. Voilà, de mettre sur la table ces thématiques de la transition écologique, mais au-delà de la sobriété matérielle. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc en fait, cette initiative de recherche, elle est vraiment transformative. Si vous voulez, c'est pas que financer de la recherche, c'est de voir, et c'est ça la grande difficulté, mais c'est passionnant de le faire, c'est de voir en fait comment on peut traduire ça sur le terrain et concrètement. Donc comment en fait c'est né? Tout simplement en fait lors d'un discours. Moi j'ai fait une conférence et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, mais à force de dire que la sobriété c'est mieux et moins consommer, moins et mieux consommer, en fait un jour je ne sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit, mais je me suis dit oui, mais en fait pour le faire faut-il encore avoir accès à des objets? Parce que dire qu'on consomme moins, faut-il encore en avoir? Et dire qu'on consomme mieux, faut-il encore en avoir accès? Donc en fait tout ce travail de réflexion, c'est de se dire mais finalement la sobriété matérielle dont on entend parler entre guillemets beaucoup dans le discours médiatique, qui a accès à la sobriété matérielle? En fait, on dit toujours, oui, il faudrait plus de pistes cyclables, oui, il faudrait effectivement plus de transports en commun. Oui, mais il y a des gens qui n'ont même pas accès à des objets, à des bons, entre guillemets, des objets de qualité, et cette notion de qualité, elle est vraiment importante. Donc en fait, toutes ces réflexions effectivement qu'on partage avec l'Agence du don en nature depuis longtemps maintenant, nous a effectivement conduit à créer cette initiative de recherche, donc un espace où on veut faire autant de la recherche, encore une fois, de la pédagogie, parce que moi je pense que vraiment ce travail de réflexion pour les jeunes, il est essentiel, et on a besoin des jeunes aussi pour penser ces problématiques. Donc on a aussi des groupes de jeunes qui vont nous aider et qui nous aident à penser un peu, je ne vais pas dire qu'on n'est pas jeunes, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais en fait, voilà, on va dire des plus jeunes que nous, et c'est important d'avoir effectivement tout ce panel autour de nous. Donc voilà, on a vraiment cette question qui nous traverse, c'est effectivement comment on donne accès à la sobriété matérielle, au lieu de la penser d'une façon surplombante, parce que finalement, quand vous faites un peu d'analyse de discours, c'est un peu surplombant, comment en fait tout le monde pourra avoir à cet accès-là. Voilà, donc en fait l'objectif c'est vraiment pas de maintenir cette espèce entre guillemets, excusez-moi, de mépris de classe, hein, de dire effectivement la sobriété matérielle c'est bien pour une classe sociale, parce qu'en fait ça sous-entend deux choses. C'est soit on dit que les personnes en situation de précarité ne sont pas intéressées par la transition écologique, et là vous allez voir que la restitution du Crédoc elle est éclairante à ce niveau-là, c'est absolument faux, c'est un préjugé, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas ça du tout, en fait c'est pas du tout la réalité. Ou alors soit on dit que les personnes en situation de précarité, en fait comme elles polluent moins, vous savez qu'elles polluent, ce sont une population qui pollue très peu,
en fait, voilà, c'est pas intéressant qu'on se focalise sur elles. Mais ça, c'est vraiment de faire de l'exclusion, en fait, purement et simplement. Donc en fait, on se pose toutes ces questions. On se dit, comme le non-alimentaire, c'est vraiment notre point commun. Eh bien, c'est quelle catégorie d'objets on redistribue, quel niveau de qualité. Voilà, donc en fait, on essaye effectivement d'avoir ce type de réflexion avec l'Agence du don en nature, et puis bien sûr avec l'ADEME qui est aussi très intéressée par cela. En termes de méthodologie, je vais aller très vite. L'objectif, c'est vraiment, si vous voulez, de ne pas faire, entre guillemets, de la classe objet de Bourdieu, c'est-à-dire de parler pour les autres, en fait, à la place des autres. Mais c'est vraiment essayer de tous nous mettre autour d'une table. Et comme l'a dit Romain, c'est très compliqué, parce que, voilà, tout simplement, les personnes en situation de précarité, c'est pas facile de venir s'installer à une table et de parler un petit peu de leur situation. Donc, en fait, on essaye de faire, alors, on commence, un des objectifs de l'initiative de recherche, enfin, c'est pas un objectif, c'est une réalisation aujourd'hui. Déjà, on fait des webinaires tous les 3 mois. Ça, c'est vraiment pour webinaires sur des thèmes. On a eu un premier webinaire sur l'histoire de la pauvreté, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment à destination de tous, mais surtout des structures, pour effectivement... en fait, ils sont très friands de ces types j'ai envie de dire, de formation rapide, 1 heure entre midi et 13h. Et l'objectif, c'est vraiment voilà, de se parler, se poser des questions. Donc là, le prochain, effectivement, comme l'a dit Romain, c'est sur l'écologie populaire, par une géographe, Léa Bilène. Donc on fait ça 1 heure. Voilà, et ça nous permet déjà d'avoir, de discuter de ce sujet, de la transition écologique et de la sobriété. Un autre dispositif qu'on met en place, c'est des focus group qui sont animés par Charles Effaudi notamment. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir des professionnels, des structures. Et alors là, on pose des questions sur le gaspillage, la sobriété, la qualité des produits, l'urgence, etc. Donc là, c'est vraiment à peu près 2 heures. Et voilà, on débat sur tous ces sujets-là. Donc on essaye de faire effectivement des méthodologies où on peut co-construire de la connaissance. Il n'est pas question effectivement de rester dans une tour d'ivoire et de produire la connaissance sans que, en fait, si vous voulez, on réfléchisse par nous-mêmes, mais on a besoin des personnes, des structures. Et effectivement, une réflexion qu'on a aujourd'hui aussi, c'est comment restituer la connaissance aux personnes en situation de précarité. C'est-à-dire qu'en fait, oui, souvent quand on les interroge, on a leur connaissance, mais après, on ne fait pas ce retour, si vous voulez, qui pourrait être hyper intéressante pour elles, parce que justement, déjà, c'est juste des prises de conscience, juste ça. En fait, juste les inclure, donc restituer cette connaissance aux personnes en situation de précarité qu'on a interrogées, que le CREDOC a interrogées. Ça, c'est une source de réflexion qu'on a aujourd'hui. C'est pas simple, mais il me semble fondamental. Parce qu'en plus, encore une fois, on parle de ces sujets avec eux et c'est vraiment important. Voilà, j'ai été trop longue peut-être. Pas du tout. Moi, si j'ai pas un chronomètre, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment le défaut de l'universitaire. Voilà. Donc, je suis désolée. J'incarne ça. Voilà. Merci Valérie. Merci Romain. Écoutez, on va passer tout de suite au vif du sujet qui nous intéresse ce matin. Elodie, là, je vous invite à prendre nos places et donc à vous parler de cette étude du CREDOC réalisée par le CREDOC et comme vous le verrez, d'ailleurs à l'image du titre qui a été choisi, une petite référence cinématographique pour celles et ceux qui la saisiront. En l'occurrence, l'idée c'est vraiment de saisir des parcours individuels singuliers, et c'est en ça aussi que cette étude est intéressante, c'est que c'est un exercice qui n'a pas si souvent été réalisé, si souvent été fait. Souvent, l'étude de la pauvreté et de la précarité se résume à plutôt des études quantitatives, un peu désincarnées. Là où ce qui nous intéresse justement, c'est la manière dont les personnes avec lesquelles on interagit, ces personnes en situation de pauvreté et de précarité, comment elles se situent dans leur environnement social, environnemental, humain. Et donc, ce choix vraiment de cette étude de parcours singulier, c'est ce qui a motivé la réalisation de cette étude. Tout à fait, merci beaucoup pour ces introductions fournies, denses et qui contextualisent très bien notre sujet. Donc avec Léa, qui est donc chargée d'études au CREDOC et qui a fait une grande partie de terrain de cette enquête et moi qui l'ai accompagnée, donc Elodie Alberola du CREDOC. On a le plaisir on va essayer de se faire la voix de ces publics en fait et de vous présenter les résultats de cette brique exploratoire quelque part sur ces publics et essayer de creuser cette question de la précarité matérielle. Alors je vois pas
Ah oui. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a cherché à faire dans tous les enjeux que vous avez précisés? C'était effectivement d'appréhender ces parcours, ce vécu de recourant aux épiceries sociales et solidaires, avec l'idée d'aller discuter avec eux, de comprendre, d'observer quelle était pour eux la traduction de cette précarité matérielle dans leur parcours de vie, dans leur manière de consommer, dans la manière de se projeter dans un certain nombre de sujets qui importent aujourd'hui, notamment la transition écologique, pour qu'on puisse nous rendre compte au travers de leur vie et de leur discours, comment ces enjeux se posent dans leur quotidien. Et donc les questions qu'on s'est posées, c'est effectivement des questions assez directes. Il y a le pourquoi et le comment, là, à quelle incidence a cette précarité matérielle qui se traduit, j'ai repris une définition assez large de cette précarité matérielle qui se traduit sur cette insécurité au quotidien, faute d'avoir un emploi, faute d'avoir des projections sociales, faute d'avoir un entourage ou un étayage particulier parfois. Donc comment se traduit très concrètement cette précarité matérielle au quotidien dans leur vie? Et puis quelles stratégies, j'aime pas beaucoup ce mot, mais quelles stratégies sont poussées à adopter pour essayer de tenir à tous ces éléments de leur vie, toutes ces dimensions sociales, quels arbitrages, quels renoncements. Donc c'est ce qu'on a vraiment essayé de voir, puisque nous sommes rendus sur site et dans des associations qu'on va vous présenter, qui sont particulières et qui donnent aussi des éléments de connaissance particuliers sur des publics spécifiques. Et puis on a essayé aussi avec eux justement de tracer, de discuter, dialoguer de ces enjeux de transition. Est-ce qu'effectivement ça fait écho vis-à-vis de ces publics en grande précarité et pauvreté, et comment est-ce que pour eux là aussi ça se traduit dans leur quotidien, quels arbitrages ils sont peut-être amenés à faire aussi dans ces enjeux qui sont, on va le voir, importants pour eux. Voilà pour un point de départ. L'idée juste, on a tiré quelques slides de contextualisation, mais même si on les a, j'imagine, tous bien en tête, c'est que même si la désinflation légère est passée par là ces derniers temps, on a quand même une part importante des Français. On s'est un petit peu penché sur nos études les plus récentes sur la question. On interroge, je précise, l'ensemble de la population, donc pas spécifiquement des personnes en situation de pauvreté. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est que dans nos dernières données, on s'aperçoit que 2/3 des Français déclarent finalement être obligés de s'imposer très régulièrement des restrictions sur certains de leurs postes et de leur budget. Avec, vous le voyez, on a pris un petit recul de 2022 à 2024, avec une croissance finalement de ce taux de Français qui estiment être dans l'obligation de se restreindre sur un certain nombre de postes. Et dans notre dernière sortie de l'enquête tendance de consommation que le Crédoc mène régulièrement, et donc là en date de mars 2024, on a vraiment quelque chose qui se diffuse dans la société, puisqu'on a des catégories qui étaient a priori aujourd'hui relativement jusqu'à présent épargnées de ces contraintes, qui déclarent très concrètement subir cette contrainte budgétaire et ces restrictions dans leur quotidien. Donc que ce soit les plus âgés, certaines catégories socio-professionnelles, notamment les plus privilégiés, les cadres et les professions intellectuelles supérieures. Donc on voit que l'indice augmente, c'est-à-dire que la diffusion de ces contraintes pour tous est quand même très importante et largement ressentie, et notamment aussi sur les moins diplômés, bien évidemment, quelque part. Donc pour les quelques postes, effectivement, juste pour avoir en tête de ce contexte très global, et je le répète, là, ces chiffres, ces données sont en population, on va dire, générale. Il y a cette idée que, on se restreint sur des postes avec on priorise les vacances, les loisirs, l'habillement, l'épargne. Ce sont les premiers postes sur lesquels on va essayer d'être stratégique, de se restreindre dans sa manière de consommer ou de recourir à l'offre. Et donc ce contexte, bien évidemment, s'applique au public que nous sommes allés rencontrer plus particulièrement, des publics effectivement en situation de précarité et de pauvreté matérielle. Donc l'objet de cette enquête exploratoire, c'était effectivement d'aller à la rencontre
d'une quinzaine de recourants, de bénéficiaires à l'aide matérielle, sur 3 sites identifiés que Léa va vous présenter rapidement. On a passé une journée sur site et l'idée c'était effectivement de pouvoir dialoguer, échanger dans les conditions de distribution ou de course de ces publics, avec l'idée d'être dans une intermédiation pour faciliter la mise en confiance. On aborde des sujets complexes avec des sentiments difficiles parfois à partager. Donc cette intermédiation via les associations est importante pour rentrer en dialogue avec ces personnes. Et on a essayé de diversifier au mieux notre échantillon sur nos 3 sites. Donc on a essayé de diversifier l'âge, la situation familiale, la situation professionnelle et l'ancienneté de recours. C'était des données importantes à avoir pour constituer notre échantillon assez modeste mais assez diversifié, et c'était l'intérêt. Donc l'idée c'était effectivement d'aller échanger sur le jour de la distribution pour pouvoir percevoir les interactions, pour voir comment les choses se passaient dans un environnement qui était parfois peu propice finalement à ce dialogue, mais qui ont quand même trouvé leur place avec des personnes qui nous ont accordé du temps dans un emploi du temps aussi fait de contraintes et de charges. Donc on a réussi effectivement à installer des temps de dialogue relativement longs, la plupart du temps entre 40 et 1 heure de leur temps, donc avec beaucoup de questions à aborder. Donc on a essayé de travailler avec eux tout simplement de comprendre quel était leur parcours pour ce qu'ils avaient mené à ces distributions. Et puis on a essayé avec eux de décrypter finalement quelle était précisément la gestion de leur budget, de voir effectivement comment les arbitrages se menaient, quelles étaient leurs stratégies de consommation, parce qu'on a des publics consommateurs, il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas. Et donc l'idée c'était effectivement de voir comment ces consommateurs, dans un système de contraintes, effectivement arrivaient à établir des équilibres sociaux, familiaux, pour pouvoir vivre tout simplement et parfois ne pas être tout le temps dans l'idée de survie. On le verra sur certains cas types. Il y avait quelque chose, on a parlé de la qualité des produits, mais c'est aussi effectivement un aspect qu'on a creusé, puisque Léa le reprendra, mais on est sur deux épiceries sociales et solidaires avec le choix des produits, avec des marques, avec parfois de la non-marque. Mais cette notion de qualité, elle est importante aussi à travailler avec ces publics pour appréhender effectivement leurs attentes et puis l'importance que ça peut revêtir pour eux dans leur consommation. Bien évidemment, la question de la privation rentre en ligne de compte très, très largement pour finalement comprendre quelles sont les incidences de ces stratégies au quotidien sur leur mode de vie. On a essayé aussi de pousser la question du lien social. On verra qu'on est bien au-delà de la consommation dans ces lieux et de la survie. C'est aussi l'idée de trouver du lien, de pouvoir échanger avec une équipe, d'être accompagné au quotidien sur un certain nombre de dimensions sociales, mais aussi tout simplement trouver de l'écoute et de la solidarité. Et puis on a essayé de voir avec eux comment est-ce qu'ils se projetaient peut-être dans l'avenir et leur parcours. Donc 3 associations bien particulières, 3 sites, on insiste là-dessus puisque ça pose un cadre très particulier où on n'a pas les mêmes publics d'un site à un autre, pas le même ressenti non plus de la situation de vie et de leur environnement social. Oui, tout à fait. Donc les 3 associations au sein desquelles nous avons pu rencontrer des bénéficiaires, ce sont le Secours Populaire à Pompée, dans le Grand Est, la Maison de la Solidarité à Villers-lès-Nancy, aussi dans le Grand Est, et puis l'association Lyséa à Damary-les-Lys, à côté de Melun, donc en région parisienne. Ce sont 3 associations qui proposent toutes une aide matérielle et alimentaire, 2 sous la forme d'une épicerie sociale et solidaire, donc ça prend la forme d'un supermarché presque, avec des rayons. Les bénéficiaires composent leur panier à leur guise et selon un principe de rendez-vous. Et puis une association, donc le Secours Populaire de Pompée, qui distribue des colis préconstitués, donc essentiellement alimentaires, mais aussi complétés par une offre matérielle. L'offre qui est présente, c'est une offre qui est très diversifiée. On va des produits pour bébés aux produits d'hygiène jusqu'à la petite chaussure pour les enfants, et qui est composée par les bénévoles selon aussi les besoins des bénéficiaires habituels. S'ils savent qu'il y a des familles monoparentales, des familles nombreuses, enfin des besoins sur les enfants, ils vont essayer d'avoir une offre qui est adaptée à ces besoins et également à ces envies. Les bénéficiaires qui sont présents, ils sont sélectionnés
en fonction de leur reste à vivre et de leurs revenus. C'est aussi ce qui fait que les bénéficiaires se sentent légitimes et que l'aide est acceptée peut-être plus facilement par les bénéficiaires présents. Et priorisée, puisque certaines associations sur le territoire proposent une aide de plus courte durée. Donc les bénéficiaires qu'on a pu rencontrer, par exemple au sein de la Maison de la Solidarité à Nancy, ce sont des personnes dont on sait que la situation va peu évoluer et qui auront un besoin d'une aide sur du plus long terme, sont dirigées plutôt vers ce type d'association. Ce qu'on voit et ce qui est important de noter aussi, c'est que l'association, au-delà de l'aspect matériel et des produits qu'elle peut proposer, c'est un vrai espace de vie qui a un rôle beaucoup plus large dans la vie de ses bénéficiaires. Elle propose des sorties, des activités, il y a un vrai lien social qui se crée au sein de ces espaces et on va voir qu'il est assez déterminant dans le rapport à l'aide qu'entretiennent les personnes qu'on a pu rencontrer. J'aimerais faire un petit aparté sur le territoire au sein desquels se trouvent ces associations, puisque ça influence nécessairement le rapport à l'aide des personnes qu'on a pu rencontrer. Si on regarde un petit peu plus près, du coup, l'association LISEA de Damary-Lélis, c'est une association qui se situe au sein d'un QPV, au cœur même du QPV, avec un écosystème assez dense d'aide matérielle et alimentaire aux alentours. En termes de caractéristiques sociodémographiques, la population, c'est une population plutôt pauvre, avec une forte proportion de familles monoparentales, un taux de pauvreté plus élevé que par exemple à Villers-lès-Nancy ou à Pompée, un taux de chômage également plus élevé. Et là, on peut se référer à des travaux sur le sentiment de pauvreté, notamment les travaux de Serge Pogam qui nous explique que le sentiment de pauvreté est intégré, c'est-à-dire qu'il est dépendant de l'univers dans lequel on se situe et de la présence également de personnes qui sont confrontées aux mêmes situations et aux mêmes conditions de vie. On peut estimer et supposer que le sentiment de précarité est moins exacerbé, par exemple à l'ISEA, enfin à Damary-Lélis, par les bénéficiaires de l'aide matérielle, qu'ailleurs, et notamment par exemple à Villers-lès-Nancy, où le territoire est complètement différent. On est dans un quartier plus résidentiel qui est situé en banlieue de Nancy, mais un lieu qui est très vert, certainement l'un des lieux les moins artificialisés du pourtour de Nancy, avec une aide qui est plus durable, donc où les personnes sont présentes depuis plus longtemps, et puis une population environnante qui est plutôt cadre, davantage propriétaire. Donc là, on peut estimer que l'expression, le sentiment de pauvreté est un peu plus exacerbé au regard du confort matériel peut-être des populations environnantes. Le Secours populaire de Pompée, lui, est situé dans un territoire qui est encore assez différent. C'est une cité ouvrière, donc on peut y croiser au sein de ces distributions beaucoup d'anciens salariés qui ont vécu le déclin des grandes usines présentes sur le territoire. L'offre d'aide alimentaire et non alimentaire est beaucoup plus restreinte. Ici, donc au Secours populaire de Pompée, c'est une distribution de colis avec un vestiaire, donc une distribution de vêtements qui est organisée une fois par mois. Et c'est un petit peu la seule aide qui existe actuellement sur ce territoire. Et donc, évidemment, tous ces éléments font qu'on a eu affaire à des bénéficiaires assez différents, hein, qui ont des stratégies, le mot est un petit peu mal choisi, mais en tout cas qui consomment différemment du fait de l'offre qui est proposée sur leur territoire et du sentiment de pauvreté. Mais je vais laisser Elodie rentrer plutôt dans le détail du coup des trajectoires qu'on a pu observer chez les bénéficiaires. Donc des publics, certes sur des sites différents, avec des environnements différents, mais avec des trajectoires, elles aussi différentes, mais des points communs assez importants. Et le socle, le point commun le plus présent, c'est l'insécurité dans laquelle sont ces publics, hein, une insécurité multidimensionnelle, comme on dit parfois, avec un point de départ qui est le plus souvent une rupture biographique, que ce soit la maladie qui intervient à un moment, qui intervient, il n'y a jamais de bon moment d'ailleurs, la retraite, là aussi, alors c'est parfois plus prévisible, mais le cap est parfois très complexe à prendre, notamment pour la baisse des revenus, et puis pour le cas psychologique pour certains de ces publics, l'exil, la rupture amoureuse, enfin des événements de vie qui vont fragiliser des situations parfois déjà un petit peu délicates, qui à un temps donné va mettre sur le chemin de ces personnes l'offre, le recours à l'aide alimentaire. On a
très brièvement parler de la diversité des profils. On a un petit échantillon, mais qui reflète bien la diversité possible des trajectoires, des situations de vie. On va y revenir, mais on a effectivement des retraités, quelques actifs faisant des allers-retours entre emploi et période de chômage. On a des personnes qui ne vivent que d'allocations depuis de longue date, donc des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des familles monoparentales. Voilà, sur 15 personnes, on a cette diversité de situations, avec là aussi pour point commun un recours à l'aide alimentaire de manière générale, mais à l'aide aussi non alimentaire depuis un certain temps, avec des bénéficiaires par exemple qui sont là depuis plus de 10-15 ans. Et on verra ce qui donne des cas types spécifiques. Le point commun, c'est que pour une bonne partie d'entre eux, cette aide matérielle, elle est indispensable pour vivre. Les quelques graphes que je vous ai présentés en introduction, j'insiste à nouveau, en population générale, on est sur vraiment des publics, mais vous le savez, en grande précarité, en situation de pauvreté, et dont le lien avec ces épiceries ou ces ressources sont très, très, très forts, très importants, et une partie, pour certains, vraiment intégrante de leur univers et de leur vie. Quand on aborde les questions avec eux de consommation, alors le mot effectivement stratégie est malheureux, on va plus parler de réaménagement pour certains, d'ajustement, de tentative de faire tenir finalement toutes ces déflagrations récentes ou plus anciennes dans leur quotidien de consommation. Et donc le point commun là aussi très, très, très fort, on l'a dit, il y a peu d'actifs, beaucoup de prestations sociales dans les revenus. On est sur des budgets mais calibrés au centime près, comme certaines études sur la pauvreté le portent vraiment, c'est-à-dire qu'on est sur des arbitrages à l'euro près, au centime près, et donc découle de cet univers particulièrement contraint tout un comportement d'adaptation, notamment en termes de consommation, qui va être organisé autour de cette contrainte. C'est-à-dire qu'on parle de gens, tout à l'heure on parlait du temps qu'ils nous ont accordé, mais ils ont un emploi du temps contraint, chargé, puisque l'idée c'est de pouvoir aller trouver la bonne promotion au bon moment, au bon endroit. On verra qu'on a des gens, des bénéficiaires qui recourent à plusieurs modes aussi d'approvisionnement. Donc il y a l'idée on passe du temps à établir des plans d'action, des stratégies. On a vraiment un quotidien qui est dicté par cet agenda de contraintes et de consommation, avec des hauts et des bas, dans des points plus ou moins présents quand la situation se dégrade. On a des trajectoires qui ne sont pas linéaires, et c'est important aussi, on le verra dans nos cas types que Léa va présenter. On a des personnes qui ne sont plus totalement dans la survie, mais et heureusement, mais qui gardent un lien pour maintenir leur équilibre familial et social, qui effectivement adaptent finalement leur situation et leur contexte à l'offre qui leur est proposée. Donc voilà, des choses très concrètes, c'est-à-dire qu'on est dans l'anticipation maximale, c'est-à-dire que pour prévoir les petites et grosses dépenses, mais souvent les grosses aussi, par exemple l'anniversaire du petit, on va s'y prendre quasiment 1 an à l'avance pour pouvoir lui faire plaisir, puisque ces publics comme nous n'ont qu'une envie, c'est assurer le bien-être de leur cellule familiale. Donc avec cette idée de gager certains sur une petite pécule épargne pour pouvoir à distance satisfaire un besoin, une attente particulière, et qui là aussi sort de la survie. L'idée c'est de ne pas aller chercher le déclassement sur certains objets. On veut avoir la qualité, on veut avoir ce dont l'enfant a envie, et donc ça demande beaucoup d'organisation. Après il y a effectivement cette idée de mixer finalement toutes les sources, toutes les possibilités, donc les promotions, mais on va aussi recourir, puisque ces publics entre guillemets, ces publics sont aussi numérisés, donc on a recours à Internet, aux sites que nous ne nommerons pas, chinois et autres, qui là aussi permettent de faire entrer dans le budget un certain nombre de besoins. On va renoncer aux marques nationales. On sait que les marques confèrent une identité propre, sociale. Ça permet une certaine rassurance, notamment chez les plus jeunes, mais pas que. Et donc on est forcé à renoncer à certains standards, et l'intérêt
l'intérêt effectivement de cette offre, de cette distribution, c'est qu'on a aussi une offre de marque et donc cette idée de se réconcilier avec une consommation commune finalement, d'aller choisir un produit de qualité et de marque. Et puis donc toute cette logique, elle n'a qu'un but finalement, c'est de contrôler les aléas, c'est dur à dire, dans un univers d'insécurité permanente, c'est-à-dire que ces publics sont à l'épreuve du sèche-linge qui va tomber en panne, à l'épreuve de la voiture pour les actifs qui ne démarrera pas un matin. Donc l'idée, c'est de contrôler toutes ces possibilités de failles dans l'équilibre, et donc on est sur des personnes qui sont en contrainte constante, avec un impact très fort sur leur identité, leur relation aux autres, avec une atteinte, on a des discours, on a quelques verbatims assez forts sur l'atteinte à la dignité en tant que personne et à l'estime de soi, quand on est parent et qu'on doit prendre 1 an et demi de projection pour pouvoir offrir le jouet à son enfant, ça impacte très largement la représentation parentale, parfois aussi la fonction parentale sur les arbitrages, sur les valeurs à transmettre. On a des publics qui nous livrent l'idée que, ok, on a des consommations qui ne correspondent pas complètement aux envies, aux attentes, mais c'est aussi une manière de transmettre des valeurs à ses enfants, donc fragiliser d'un côté, mais aussi réassurer avec cette idée de transmettre d'autres valeurs. Donc des parents qui sont vraiment, ils ne sont pas dans la facilité d'aller satisfaire le besoin très, très pressant et urgent de l'enfant, mais d'expliquer, de transmettre, etc., un certain nombre de cadres pour grandir, tout simplement. Donc, un impact, on le dit là rapidement, et on n'a pas beaucoup de temps, mais j'en prends trop déjà, pour bien marquer l'importance de cette identité, de cet impact sur l'identité des familles et des ménages, et l'importance de ces liens avec les associations qui permettent de restaurer confiance, lien social, solidarité, et d'avoir une autre image que de la survie ou d'une consommation particulièrement contrainte. Et pour basculer sur les restrictions qu'on a abordées tout à l'heure, donc on a vu quelques postes pour tout le monde, et là on a des restrictions à tous les niveaux. Donc les postes qu'on a évoqués, on les retrouve là. Donc les premiers sacrifices, c'est assez cohérent avec le petit diagramme, c'est le plaisir en fait. On est pour la plupart dans une logique de survie, donc les sorties, les voyages, la cosmétique. On a aussi tout un discours assez intéressant de femmes qui disent que c'est un lieu où elles peuvent parfois avoir accès à une offre cosmétique de qualité, de marque. Alors après, les représentations sont aussi particulières, ce que peut être la qualité, mais en tout cas la marque en cosmétique, c'est quelque chose d'important. Donc c'est l'idée d'avoir accès à une offre qui soit de qualité. Mais en tout cas, voilà, c'est le premier poste sur lesquels se restreignent très fortement ces personnes. Après, là aussi, en cohérence avec toute la littérature sur le sujet, l'alimentation, c'est une variable d'ajustement très forte. On a des discours de parents qui déclarent sacrifier un repas pour pouvoir donner à manger à leurs enfants le soir avec des produits qui sont quand même relativement de bonne qualité, mais ils nous disent aussi que le risque de malbouffe est très important, puisque à budget serré, contraint, voire inexistant sur certains postes, on n'a pas nécessairement le choix d'avoir, comme vous le disiez Valérie, accès à une alimentation de qualité. Donc on nous l'a dit, les 5 fruits et légumes par jour, le PNNS, c'est quand même compliqué à tenir. Ça fait partie des ajustements. L'exemple aussi, c'est de personnes qui ont fait un petit peu le pas avec la transition, qui nous déclarent, mais moi j'allais dans le bio avant faire mes achats, mais maintenant les bananes je les prends dans le circuit ordinaire, et puis j'adapte. Donc il y a beaucoup, tous les postes sont passés au tamis de comment est-ce qu'on peut s'adapter à notre situation. Le logement, c'est un point là aussi important, c'est le seul poste incompressible ou presque. L'important, c'est d'avoir un toit. On a eu beaucoup de familles, mais aussi les personnes isolées ont cette nécessité à conserver leur toit. Et donc beaucoup d'efforts pour payer le loyer à l'heure, on va se restreindre sur autre chose, mais l'essentiel c'est d'aller régler le loyer. En revanche, ce sur quoi on peut avoir une marge, c'est-à-dire l'énergie, là il n'y a pas de chauffage. Donc c'est des choses sur lesquelles on va s'ajuster, s'adapter, prendre des décisions assez fortes, et donc on arrive assez vite sur les questions de sobriété énergétique. La sobriété énergétique pour ces publics, c'est effectivement ne pas faire, en fait, ne pas allumer
le chauffage quand on rentre ou faire attention au gaspillage d'électricité, d'énergie, avec un discours qui est parfois, on le verra, j'anticipe un petit peu, mais difficile à entendre sur la transition écologique, à essayer de passer au tout électrique en disant moi je fais beaucoup d'efforts pour éteindre les lumières, mais en même temps je ne pourrai jamais avoir accès à une offre de véhicules tout électriques. Et puis est-ce que ça a bien de sens aussi, est-ce qu'il n'y a pas des injonctions paradoxales au niveau public et politique? Enfin voilà, il y a beaucoup de questionnements sur ces sujets de sobriété. Et puis avec globalement pour tous nos publics un sentiment de culpabilité puisqu'on n'est pas dans les standards de consommation, même si on le répète, l'important dans ces lieux de ressources et d'achat, c'est de pouvoir aussi avoir accès à une offre de qualité, mais vraiment il y a une culpabilité à ne pas pouvoir satisfaire les standards de consommation moyens, et avec cette difficulté importante morale de dépendre de l'aide, finalement. On a des publics qui sont entièrement liés à cette offre. Maintenant, je vais passer le mot, parce que j'étais très longue, à Léa sur ces cas types qu'on a essayé effectivement de faire ressortir en termes de parcours de vie, en termes de ressenti aussi de la situation. Le premier profil qu'on a pu rencontrer et qui est le plus majoritaire au sein de ces distributions, ce sont les personnes qui ont les budgets les plus serrés et qui sont bénéficiaires, on pourrait dire, en dernier recours. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui aujourd'hui, à un moment T, n'ont pas de perspective d'accroissement de leurs revenus. Ce sont des personnes qui sont en situation d'invalidité, retraitées, et qui vivent d'une économie de la débrouille, qui poussent au maximum toutes les stratégies et tout ce qu'on a évoqué en termes de réaménagement des modes de consommation et de privation. Quand il n'y a plus rien dans le frigo, on ne va pas faire de courses parce que le budget est à zéro et qu'il n'y a plus moyen de faire autrement. C'est chez ces personnes qu'on trouve un petit peu d'autoproduction aussi. On va fabriquer son savon, on va faire des choses comme ça, des aménagements un peu du bricolage pour finalement s'en sortir et arriver jusqu'à la fin de mois. Chez ces personnes, il y a un fort sentiment de déclassement puisque toutes auparavant ont pu travailler et du coup le recours à l'aide matérielle il est d'autant plus difficilement vécu. On a connu une situation matérielle qui était assez différente. L'aide, du coup, elle est sollicitée vraiment à regret et faute d'alternative. C'est des personnes qui ont pu passer par une aide temporaire durant les 6 mois dans une autre épicerie sociale et solidaire, mais qui finalement sont contraintes de venir vers ces associations et ils restent souvent très longtemps. On a pu rencontrer des bénéficiaires qui sont présents depuis une dizaine d'années au sein de ces distributions sans parvenir à en sortir et à composer leur budget autrement. Pour basculer sur une autre type de rencontre, c'est Théo qui lui a un rapport à l'aide matérielle assez différent. C'est ce qu'on pourrait appeler un régulier, c'est-à-dire que Théo est arrivé dans l'association au début en effectuant un contrat de travail assez court, une semaine, un contrat aidé, qui finalement est devenu bénéficiaire par ce biais et a décidé de rester engagé aussi dans l'association en étant bénévole. Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé au sein de cette association, comme on disait, un véritable lieu de vie. Il s'est fait des amis, c'est son lieu de sociabilité, donc qui fait qu'il y reste, y compris notamment en tant que bénévole. Chez lui, le recours à l'aide matérielle, il est plus fait sur un mode de complément. En tout cas, il n'est pas dans une situation d'urgence comme peuvent l'être Betty, Emmanuel, ou tous les bénéficiaires en dernier recours, comme on l'a évoqué. Et le recours, il est facilité par le fait que Théo a connu durant l'enfance une situation matérielle assez similaire. Il a déjà eu recours à l'aide matérielle et du coup, il le fait plus facilement, peut-être plus naturellement, sans avoir le sentiment de honte ou de déclassement que peuvent ressentir Betty, Sylvie ou Emmanuel évoqués précédemment. Un autre profil qu'on a pu rencontrer au sein de ces distributions, qui est assez particulier, c'est le cas de Ferdawes. Ferdawes qui est arrivée au sein de ces distributions suite à un accident de son mari. Elle a trois enfants dont elle s'occupe. Et en fait, on était vraiment dans un cas de situation d'urgence, plus d'entrée d'argent, plus de revenus. Donc une situation où pour survivre, elle était obligée de se tourner vers l'association Lyséa. Et qui progressivement, de par le retour à l'emploi de son mari, le fait qu'elle soit en train de chercher un emploi aussi, et potentiellement, on espère aujourd'hui, un emploi, eh bien, une situation qui s'améliore et qui transforme progressivement son rapport à l'aide. On passe d'une situation d'urgence et d'un besoin nécessaire
à finalement une aide qui constitue plus qu'un filet de sécurité, quelque chose en plus. C'est aussi une bénéficiaire qui, grâce à cette association, a pu retrouver le plaisir, tout simplement, de la consommation, de par les produits et l'offre qui est proposée. Ce sont voilà, des choses qu'elle ne se serait jamais achetées dans le commerce ou dans le circuit d'achat traditionnel. Elle évoque notamment un four à pizza. Elle dit ici à l'ISEA, j'ai eu la folie d'acheter. J'ai acheté un four à pizza. Et on voit à quel point l'offre qui est proposée et finalement lui permet un retour au bonheur de consommer. Mais ça questionne aussi tout le rapport entre la sobriété matérielle et la précarité matérielle. Je trouve que c'est la bénéficiaire qui justement montre le plus la tension qu'il y a entre ces questions de sobriété et la précarité. Valérie disait qui a accès finalement à cette sobriété matérielle. C'est avec ces bénéficiaires aussi qu'on peut vraiment creuser la question. Qu'est-ce qui pousse Ferdaoues à rester dans cette association et à continuer à bénéficier de l'aide matérielle? Eh bien, il y a ce côté retour à la consommation de plaisir, mais il y a aussi le fait que l'ISEA le décrit véritablement comme une famille qui lui a permis d'encaisser la période difficile et être un véritable support émotionnel au moment où elle en avait besoin. Elle se sent très reconnaissante et elle tire sa légitimité de sa présence ici au sein de l'association de par l'étude de ses revenus. Elle le dit, tant que mes revenus le permettent, tant que l'association m'autorise à être présente, je continuerai à bénéficier de l'aide matérielle et à venir régulièrement ici. Le quatrième profil qu'on souhaitait vous mettre en avant, c'est un profil un peu particulier, ce sont les bénéficiaires qu'on a appelés de passage. Ce sont des personnes, Fadi et Eric, qui sont d'anciens réfugiés politiques et qui sont encore confrontés à des difficultés d'insertion professionnelle. Ils ont un usage assez particulier de l'aide, un usage qui est très utilitaire. Ils ne vont pas s'investir, contrairement aux autres bénéficiaires, dans toutes les autres activités qui sont proposées. Je l'évoquais, les sorties, les moments de convivialité, le thé, le café. Ils vont vraiment venir uniquement ici pour des besoins matériels et peut-être aussi, de par la barrière de la langue qui joue, vont pas autant s'investir que les autres dans la vie associative qui est créée dans ces lieux. C'est une aide qui est peut-être moins mal vécue que d'autres, de par le fait qu'ils aient vécu des situations très difficiles dans leur passé, et ils ont tendance justement à relativiser leur situation actuelle au regard des difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Voilà pour vous présenter un petit peu quatre profils de bénéficiaires qu'on a pu rencontrer. Sur les diapositives suivantes, on a quand même décidé de mettre en avant certains verbatims qui nous paraissaient intéressants si on vient un peu au profil de Betty, Emmanuel ou Sylvie. Quand je parlais de l'art de la débrouille, voilà, quand j'attends que le mois soit terminé, sinon je n'achète plus rien. On voit aussi comment Betty, Emmanuel ou Sylvie arrivent à retrouver un lien social au sein de cette association. C'est une personne, Emmanuel, qui est à la retraite, qui dit qu'elle a encaissé très difficilement le choc de l'entrée en retraite, parce qu'il a conduit à plusieurs hospitalisations. Et aujourd'hui, le fait de se rendre une fois par semaine au sein de l'association nous permet de tout simplement reparler en fait à d'autres gens et sortir de sa situation d'isolement. On a une aide, comme je vous le disais, qui est sollicitée à regret. C'est le cas donc, de Sarah qui a essayé de s'en passer parce qu'elle ne se sentait pas de prendre la place de quelqu'un d'autre, pour reprendre ses termes, mais qui finalement, faute d'alternative, n'a pas pu faire autrement et a été contrainte de retourner au sein de l'association de la Maison de la Solidarité. Voilà, pour illustrer un petit peu ces bénéficiaires de dernier recours. Et quelques verbatims, quelques extraits pour vous plonger un peu plus dans le terrain et vous présenter Ferdaoues, qui elle du coup a eu au départ un usage un petit peu urgent de l'aide matérielle et finalement aujourd'hui qui s'en sert un peu plus comme d'un filet de sécurité. Voilà, elle parle de folie d'acheter, elle dit qu'au sein de l'association l'ISEA, elle trouve des bonnes affaires. C'est ça qui fait qu'elle peut rester ici. Voilà, je vous l'avais dit, c'était un soutien émotionnel fort aussi pour Ferdaoues, l'association. Dit, moi, en cas de souci perso, familial, je peux me confier, je sais qu'on va m'apporter une aide de tous les bons côtés. Il y a l'aide alimentaire, certes, mais quelque part, c'est aussi une famille. Voilà, pour vous plonger un petit peu dans le terrain et vous dire avec leurs mots. Et c'est important de voir de les entendre et de les voir.
transitionner, le mot n'est pas beau, mais vers les questions justement de transition écologique et pousser un petit peu ce sujet. On a effectivement évoqué en introduction que ces publics compris s'interrogent sur ces questions de transition écologique. Il n'y a pas de raison, c'est un phénomène qui interpelle tout le monde. Et là, sur ce graphique où on a effectivement mis en regard différentes classes de revenus, on voit bien qu'il y a un plébiscite, je pense que c'est le bon mot, d'une action forte face au changement climatique, et ça concerne effectivement bien tout le monde, et tout le monde est pénétré de ces sujets, de ces inquiétudes. Là aussi, en données de contexte, et notamment sur les questions pour faire le lien entre effectivement transition, consommation et public en difficulté ou en fragilité, les personnes qui sont plus contraintes que les autres, finalement ont les mêmes critères que la plupart d'autres catégories de population notamment sur le choix de la compétitivité prix, l'idée qu'on va aller au meilleur prix, sur les critères de réassurance sur la qualité des produits, sur les items effectivement qui peuvent assurer que certaines productions sont faites dans certaines conditions de bienveillance, de RSE. Donc on voit bien là sur ces deux barres de vert dans l'enquête Credoc de 2023, ce sont deux populations dites fragiles. On a essayé de les trouver avec des indicateurs soit de crédit, soit de déclaratif, soit effectivement de la déclaration de vie sur ces réserves. Et finalement, quand on les compare en ensemble, on voit bien qu'ils sont sur les mêmes lignées, sur les mêmes projections. Peut-être sur la slide d'après, un peu moins motivé par les questions de qualité, d'origine locale ou d'achat bio par exemple, mais avec un gap qui est finalement peu important par rapport à l'ensemble de la population. Tout ça pour dire, on a insisté, je pense que il faut à nouveau le faire, sur cette idée qu'il y a des préoccupations écologiques et il y a effectivement des choix de consommation qui peuvent rejoindre la population générale sur une préoccupation de consommer bien, mieux, durable et vert. Je pense que voilà, ça traverse tout le monde, y compris nos publics en situation de précarité et de pauvreté. Et donc ça, on l'a entendu, ils nous l'ont dit, on a essayé de travailler un petit peu avec eux dans cet entretien à la fois long et court, pour tout ce qu'on a eu à aborder, cette question de la transition, des enjeux, quels étaient ces enjeux pour eux écologiques. Et en fait, là, ils sont très conscients, il y a une conscientisation, là aussi c'est dur à dire, de ces enjeux, avec la plupart du temps des gestes, des micro-gestes peut-être sur le tri, c'est quelque chose qui revient souvent sur la question des polluants, donc le sujet est très lié, et la gestion des déchets, avec peut-être un lien, avec un discours peut-être plus porté par les personnes qu'on a rencontrées sur le site de Nancy, qui est plus en lien peut-être en proximité avec un environnement naturel, verdoyant, avec peut-être une préoccupation plus fine de ces enjeux, mais en tout cas dans le discours, avec la nécessité convenue d'agir, de faire quelque chose. Après, ce qui est intéressant dans ce discours, c'est qu'il déclare un certain nombre de gestes, mais renvoie aussi à la responsabilité collective, c'est-à-dire que certes, il y a une responsabilité individuelle à faire avancer les choses, et ils en ont bien conscience, et ils essaient de faire au mieux, mais renvoie aussi à l'idée que c'est une responsabilité collective, que peut-être qu'il faut aller chercher les industriels, notamment sur le sujet des emballages, qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur l'individu, y compris sur eux, et est-ce que c'est bien légitime quelque part de mettre tout le monde à la même place sur ces enjeux. Sur les questions de sobriété, le mot a été employé, on a essayé d'aborder les choses sous différents vocables. Ce qui marchait le mieux, c'est effectivement cette question de sobriété. Alors très vite apparaît dans le discours, et on en parle en filigrane depuis le début, c'est une sobriété qui est très liée à l'énergie, une sobriété qui est vécue dans l'imposition. Quand on aborde les choses, très vite surgit dans le discours les questions de maîtrise de l'énergie. Tout à l'heure, on abordait l'électricité, le chauffage, avec cette idée que, mais oui, ok, moi, c'est vraiment ce que vous disiez sur l'accès. Si on me demande de passer une voiture électrique, bien sûr que je n'en aurai pas les moyens. Donc, cette sobriété, elle est quelque part, elle est
est imposée, mal vécue sur ces enjeux. Elle est très liée effectivement à cette idée de privation matérielle, c'est-à-dire qu'on est sur des dépossessions forcées quelque part, hein, c'est-à-dire que effectivement quand on a déjà peu mais qu'on revend pour se faire un petit peu d'argent, quelques objets, là on est sur la dépossession effectivement forcée pour pouvoir tenir nos équilibres budgétaires. On a tout ce discours de sobriété, oui, mais en fait je le fais malgré moi, hein, quelque part je suis bien portée à le faire. Après il y a la barrière, on va dire des barrières, on n'en a pas qu'une, d'accès à cette offre, la barrière financière, hein, qui est première. Tous les produits estimés écologiques, bio ou autres sont perçus comme trop coûteux par rapport au budget des familles, au budget global qu'ils ont à gérer. On le voit dans les stratégies du passage de produits bio à des produits soit au mieux raisonnés ou en tout cas d'agriculture ordinaire. Donc on a donc des changements de pratique pour quand même essayer de trouver des petites alternatives pour pouvoir quand même travailler ces enjeux. Et puis aussi il y a des barrières un peu difficiles à franchir avec des représentations qui sont les leurs, parfois justes, parfois discutables, sur l'idée que certaines actions relèvent plus du greenwashing qu'autre chose. Donc est-ce qu'il y a bien une réalité derrière ces actions? Est-ce que le bio est-ce que c'est si bien que ça quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est surfait sur ces sujets? Et puis après des représentations ou des vécus tout à chacun sur l'idée que la seconde main c'est pas non plus une offre, c'est pas du neuf, hein, donc c'est quelque chose qui est moins valorisé, qui est peut-être plus sale. On a eu des discours sur mais moi je ne prends plus les vêtements de seconde main parce que j'ai peur des punaises de lit, parce que j'ai peur que ce soit pas très propre. Enfin, il y a des choses comme ça. Et puis après, de manière très pragmatique, l'offre écologique, elle est pas très lisible, il faut l'avouer, il y a beaucoup de labels et certains n'arrivent pas à s'y retrouver, comme d'autres d'ailleurs. Donc il y a toutes ces barrières qu'il faut peut-être relever pour aller vers ces questions de transition, mais avec cette idée qu'effectivement cette sobriété elle est largement imposée et pas bien vécue finalement. Et donc on a des choses qui sont des gestes qui sont adoptés, des pratiques qui sont sobres, mais qui ne sont pas perçues en tant que telles, hein, finalement, puisqu'elles sont vraiment sous la chape de la contrainte budgétaire. Et pour finir, quelques mots sur les pratiques éco-responsables. Il y a des éléments déclencheurs parfois qu'on peut relever dans les discours. Ces éléments déclencheurs sont très liés à la santé finalement, comme en population générale, on dira, avec un enjeu sur les produits notamment cosmétiques ou autres, ou de ménage, avec cette idée que les produits verts c'est bien pour lutter contre les allergies, pour les problèmes de peau, donc on va être attentif à aller vers ces produits pour des raisons de santé. Et puis il y a aussi tout un environnement que peut-être on maîtrise moins bien, enfin on voit moins bien dans d'autres études, c'est le poids des valeurs familiales aussi. Il y a cette idée que on devient pas sous les enjeux du moment forcément sobre, on l'a peut-être été aussi dans des transmissions familiales, on l'a peut-être été aussi parce que ce sont des valeurs qui sont transmises par certaines modes de vie ou certaines religions. Donc il y a aussi des éléments de comportement qui sont liés à un environnement plus vaste et à un contexte plus large aussi que le simple enjeu là et maintenant de transition écologique, mais là aussi avec des traductions au quotidien concrètes et réelles sur ces enjeux de transition écologique. Je pense qu'on a pris plus d'une demi-heure largement. Mais l'idée c'était vraiment d'être très concret, puisque l'intérêt de cette brique exploratoire c'est d'aller rencontrer des gens et de les faire parler et dialoguer avec eux. Donc là on a essayé effectivement de vous dresser des portraits, des trajectoires et d'essayer de creuser, mais je pense que c'est qu'un point de départ, toutes ces questions de transition et d'écologie pour ces publics qui sont particuliers en même temps comme tout le monde. Si on finit. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci pour la qualité de votre travail, votre investissement dans ce projet. C'est un exercice pas évident parce que on peut considérer que 15 personnes, c'est finalement un panel peu vaste, hein, puisque numériquement c'est pas très significatif, mais pour autant, étant donné la particularité de la population qui nous intéresse, 15 personnes c'est déjà énorme en fait. C'est-à-dire que ça a demandé un travail extrêmement important de préparation. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les associations qui ont joué le jeu, puisque identifier les personnes qui acceptent de se prêter au jeu, les mettre dans les meilleures conditions possibles
pour que effectivement les entretiens soient réalisés de manière déjà respectant évidemment les règles de base de l'éthique et de la déontologie, mais aussi pour permettre justement qu'une confiance s'instaure et qu'on arrive à tirer des enseignements intéressants de ces échanges. Tout ça, ça suppose effectivement un travail de fond qui était très important, et c'est ce qui aussi a supposé une durée de l'étude qui était elle-même très importante, puisqu'il y avait ces phases de préparation qui étaient très longues. On a effectivement un petit peu débordé sur le timing. Vous aurez la possibilité évidemment de poser des questions, Elodie et Léa, juste après. Ce qu'on voulait en complément de cette restitution, c'était avoir un témoignage d'association, puisqu'on ne peut pas parler effectivement d'initiatives de recherche participative, inclusive, sans donner la parole aux associations. Et donc l'idée là, c'était effectivement d'avoir un témoignage, alors pas le témoignage d'une association ayant participé à l'étude, c'était justement sciemment qu'on souhaitait faire un pas de côté et avoir l'éclairage d'une association qui est partie prenante de l'initiative de recherche depuis le début, qui a participé à ces fameux focus group qu'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire ces groupes de travail liant l'équipe de l'initiative de recherche et les associations, et qui est une association du Vaucluse, d'Avignon en l'occurrence, qui se définit elle-même comme un supermarché solidaire. Donc, on a beaucoup parlé de l'épicerie sociale et solidaire. Eux utilisent cette image du supermarché solidaire. Je vous propose de le découvrir maintenant, et puis on aura un moment d'échange juste après. Bonjour à tous. Alors, je suis désolé pour cette présentation un petit peu en décalé, donc j'espère que votre journée se passe très bien, et en tout cas, merci de me recevoir durant votre séminaire. Donc, je vais me présenter très rapidement. Je suis Philippe Penaud, je suis responsable de la communication pour l'association ICIPAS. Donc, ICIPAS, c'est quoi? C'est l'initiative citoyenne pour l'impulsion et la promotion de l'action sociale et solidaire. Donc, c'est un petit peu long. C'est l'acronyme donc de ICIPAS. Retenez ICIPAS, ça suffira. C'est notre, on va dire, notre logo à nous et notre manière de nous présenter. Donc, aujourd'hui, l'association compte 3500 familles, et nous sommes une équipe donc de 5 salariés avec une dizaine de bénévoles. Comme je le disais, notre engagement, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, de rendre accessible à tous et au plus grand nombre le droit à se nourrir dignement. Donc ça se traduit comment? Au quotidien chez nous, c'est de proposer une alimentation saine, une alimentation équilibrée toute l'année, avec des fruits et légumes quotidiennement, ainsi que des produits frais. Et évidemment des produits de consommation courante, tels qu'on les a un peu partout, des pâtes, etc., légumes en boîte, etc., enfin, toute la partie épicerie. On propose également, et notamment grâce à ADN, des produits d'équipement de la maison à moindre coût, qui permet aux ménages aujourd'hui de pouvoir s'équiper. On se donne aussi des missions complémentaires, parce qu'on s'est écrit aussi des engagements vis-à-vis de nos bénéficiaires. Donc, dans les missions complémentaires, nous, on souhaite lutter contre l'exclusion, contre le communautarisme, et plutôt prôner la mixité. Donc, on réalise chaque année 2 à 3 événements qui tournent autour du sport, autour de la culture ou du loisir. Pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, notre association, c'est ICIPAS, effectivement, et comme je l'ai présenté, mais le lieu où se retrouvent les bénéficiaires, c'est le supermarché solidaire. Alors, pourquoi on l'a appelé supermarché solidaire? On voulait donner du sens un petit peu à ce mot, tout simplement pour se différencier des associations telles que les Restos du Cœur ou le Secours Populaire, qui vont plutôt avoir tendance, eux, à être là pour donner des colis. Nous, on a voulu, en appelant supermarché, redonner un peu de dignité aux personnes qui viennent, en leur permettant, on va dire, de pouvoir acheter à leur guise les produits, pouvoir être libres dans leur comportement d'achat, tout en évidemment contrôlant les quantités, mais se sentir véritablement à l'aise et garder cette dignité qu'on peut effectivement parfois perdre lorsqu'on se retrouve à demander un colis d'urgence, comme c'est le cas dans certaines associations. Alors, pour faire un peu écho à l'étude du CREDOC et pour également
vous donner un petit peu notre typologie de public. Donc, je reprendrai peut-être pas les mêmes termes que vous le faites durant votre réunion, hein, entre bénéficiaires réguliers, de dernier recours ou transition, etc., que j'ai pu parcourir. On va nous garder un petit peu les termes que l'on utilise. Donc, le constat qu'on a depuis 5 ans, c'est qu'en fait, on est sur Avignon, dans une zone qui est plutôt une zone, j'allais dire, urbaine et plutôt de type HLM, hein, autour de nous. Donc on est passé de bénéficiaires issus des quartiers avec des familles nombreuses à une toute autre typologie. On a gardé évidemment ce cœur de bénéficiaires, mais également le constat est le suivant, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup de femmes isolées, donc des femmes seules avec enfants, des retraités qui n'arrivent plus à s'en sortir, des jeunes couples avec enfants également, donc qui ont souvent, ce sont même parfois des gens, et souvent des gens qui travaillent, mais qui ont un crédit maison, qui ont 2 ou 3 enfants et qui n'arrivent plus non plus à s'en sortir. Et puis une nouvelle également typologie de personnes, ce sont les étudiants que nous n'avions pas jusqu'à présent et qui, malheureusement, avec le coût de la vie, commencent un petit peu à taper à la porte, et on les accueille évidemment avec grand plaisir. La spécificité de l'étudiant, déjà, c'est qu'il a eu du mal à venir. C'est la première chose, c'est que pour l'étudiant, venir dans une association, c'est pas quelque chose de naturel. Souvent, il va rester dans son coin, il va faire avec ce qu'il a, avec ses moyens, et malheureusement, il va mal s'alimenter. Alors sur le non alimentaire, l'étudiant, lui, va rester encore une fois très basique. Souvent, ils sont là sur 1 an, voire 2 ans, mais souvent leur achat va rester sur de l'hygiène, hein, le dentifrice, le shampoing, etc., des choses vraiment de première nécessité. On n'a pas sur le public étudiant beaucoup d'achats allant vers l'équipement, c'est-à-dire on restera vraiment sur du basique, ni vêtements, ni équipement de la maison, mais on est bien sur des produits de première nécessité. L'autre public, en parlant de famille monoparentale, c'est évidemment souvent issu d'une rupture, souvent donc une personne qui se retrouve seule, qui a parfois été même accompagnée par des associations comme le CIDFF, hein, avec qui on est partenaire. Donc le CIDFF aide souvent les femmes battues ou les femmes à retrouver, on va dire, une vie normale. Et effectivement, sur ce public-là, on a souvent tendance, après quelques semaines d'adhésion chez nous, à rechercher des produits d'équipement de la maison, parce que bien souvent, c'est une personne qui va être de nouveau relogée, qui va avoir besoin d'équipement, et là, l'association a tout son sens et prend toute son énergie, on va dire, pour pouvoir lui proposer, aussi grâce à ADN, hein, parce qu'on a énormément de produits qui viennent d'ADN, et nous permettant justement de pouvoir proposer un lit, un matelas, des meubles. Donc ça, c'est effectivement un public qui est très demandeur, on va dire, de produits Alors, j'aime pas dire de consommation secondaire, parce qu'aujourd'hui, chez nous, on l'identifie un petit peu comme des besoins primaires. C'est-à-dire que on va englober, on va dire, chez nous, tout un besoin qui va aller de se nourrir à s'équiper. Mais encore une fois, c'est de l'équipement de première nécessité, j'ai envie de dire. On n'est pas du tout sur de la télé, on n'est pas sur des jeux, des PS3, des PS5, pardon, des choses comme ça. On est bien sur un équipement qui va nous servir à dormir, qui va nous servir à ranger notre vaisselle, qui va nous servir à pouvoir vivre. Alors, c'est un exemple qui fait écho aussi à ADN, parce que en fait, c'était nos toutes premières commandes de meubles que l'on a passées donc chez ADN. Et on avait voulu marquer le coup auprès des bénéficiaires en faisant une grosse communication dessus, de manière à ce qu'un maximum de personnes puissent venir lorsque nous avons reçu cette commande. Mais on avait évidemment, encore une fois, limité la quantité, parce que quand on s'équipe pour un foyer, on va acheter un bureau, on va acheter un lit, on va acheter une table, etc. Mais on n'en achète pas en grosse quantité. Et j'ai un exemple en tête qui me vient. Donc on était très attentif à ça. Donc on contrôlait par la carte et les quantités qui passaient auprès de la caisse. Et donc on a vendu un bureau à une maman, enfin une femme à ce moment-là. Je ne savais pas que c'était une maman. Qu'elle a acheté, donc elle est passée chez nous, elle l'a acheté, elle était ravie. Et le lendemain, elle revient en racheter un deuxième. Donc on lui dit, mais non madame, c'est pas possible, nous on peut vendre qu'un bureau par foyer, voilà.
Et cette dame se met quasiment à pleurer, mais je vous assure, c'est pas pour, c'est pas pour vendre, c'est pas pour faire du commerce. J'en ai réellement besoin. Mon mari m'a quitté. J'ai 2 enfants. On vient de me donner un appartement. Ils ont une chambre chacun et je veux pas leur donner qu'un bureau. Donc forcément, on a été sensible à ça. Alors, on est allé plus loin parce que, alors le bureau, elle l'a pris évidemment, on lui a permis de le prendre, et on est allé parce qu'elle n'avait pas les moyens de l'amener chez elle, enfin d'amener les bureaux chez elle par ses propres moyens. Donc, on a pris notre camion qui nous sert aux livraisons et à tout ce qui est commande, et on est allé lui amener les bureaux et le monter. Donc, on lui a fait vraiment voilà, c'est une anecdote qui me fait plaisir et qui nous fait écho parce que effectivement, on est là aussi pour contrôler qu'il n'y ait pas d'abus, mais on s'aperçoit aussi on a fait de réels plaisirs et on était vraiment là pour cette personne qui en avait un réel besoin. Donc, c'est une petite anecdote, mais qui a tout son sens et qui nous a fait bien plaisir à la fin, même si au départ, on était plutôt suspicieux sur le fait d'acheter plusieurs produits, alors que c'était vraiment dans un cas et un besoin nécessaire. Je pense que là-dessus, chacun aura un avis, mais en tout cas, bon, le parti pris du supermarché solidaire à Avignon, chez nous, c'est de laisser le libre choix aux personnes d'acheter ce qu'ils veulent. Et en laissant ce libre choix, on leur permet aussi, et on leur propose plutôt tout un panel de produits. Je vais prendre l'exemple du Coca, par exemple. C'est vrai que c'est pas un besoin urgent, primaire, qui est indispensable, mais on estime aussi que lorsqu'on est en situation de précarité comme ça, on a le droit aussi d'avoir ces petits moments de plaisir. Bah, ici a été ravi de pouvoir participer à ce groupe de travail. Hein, alors pour différentes raisons. D'abord, pour connaître un peu le fonctionnement de nos partenaires, parce que on est souvent malheureusement pris par notre quotidien. Hein, l'opérationnel est très présent chaque jour. Et on en oublie un petit peu parfois d'ouvrir les yeux et de voir ce qui se passe à côté. Donc c'est un moment d'échange, de réflexion qui nous permet un petit peu de prendre de bonnes idées, de savoir-faire chez les autres. Et ça, c'est important aussi. De se connaître aussi, hein, parce que on a parfois peu de temps à consacrer à nos partenaires, on va dire, ou en tout cas à nos homologues d'autres associations. Donc ça nous permet au moins de prendre le temps de se connaître, d'identifier peut-être aussi les interactions sur lesquelles on peut agir. Hein. On aura peut-être, grâce à ces groupes de travail, on a pu prendre contact avec d'autres associations et aller les voir et voir un petit peu leur fonctionnement. Donc ça, c'est intéressant. Et puis encore une fois, ça nous permet surtout, voilà, de parler, j'allais dire, de l'aspect social au quotidien. On sait aujourd'hui répondre aux besoins de nos bénéficiaires, mais voilà, on a encore quelques sujets sur lesquels on a un peu de mal, et c'est bien d'avoir des groupes comme ça pour rencontrer d'autres associations, d'autres partenaires qui peuvent venir en aide sur nos carences, on va dire. Merci. Donc effectivement, ça c'est un témoignage assez très complémentaire finalement de ce que Léa et Louis nous ont partagé. On est sur un spectre. On voit finalement, hein, si on devait tirer simplement quelques leçons de ce qu'on vient de se dire là, de ce qu'on vient d'entendre et de ce qu'on vient d'écouter, c'est finalement que ces visages de la précarité matérielle, ils sont multiples. On voit ça à travers les trajectoires individuelles. Hein. On voit bien que, même si il y a des types, des idéotypes qui se dégagent, mais néanmoins, on voit quand même qu'il y a une grande diversité liée au parcours individuel. On voit que ces parcours aussi se projettent parfois sur plusieurs générations, entre des gens qui ont été précaires, j'ai envie de dire, là en l'occurrence c'était de père en fils, qui continuent finalement à être accompagnés par le système d'aides sociaux et d'accompagnement de manière générale. On est aussi face à des publics qui sont divers par rapport à leur géographie. On le voit en fonction effectivement des zones dans lesquelles se trouvent ces épiceries sociales et solidaires. Donc ça, c'est vrai que c'est l'un des enseignements finalement de ces échanges, de ces travaux, c'est qu'on est face à une précarité matérielle qui est une grande diversité
individuelle et une grande diversité collective par rapport à encore une fois, cette diversité géographique, économique, un peu historique quelque part. Et donc, ça veut dire que les réponses qu'appelle cette précarité matérielle, la manière de faire face à ce phénomène doit être aussi adaptée et multiple. Et donc, c'est aussi cette logique de l'épicerie sociale et solidaire qui est très mise en avant dans l'étude et dans le témoignage de cette association du Vaucluse. C'est que cette épicerie, elle correspond à une réalité aussi de la précarité matérielle aujourd'hui, qui est finalement celle d'une population qui est un peu différente peut-être de celle qu'on imagine dans le débat public. Hein, quand on pense précarité matérielle, on pense tout de suite personne à la rue, etc. Là, on voit bien que numériquement, les contingents entre guillemets, de personnes précaires aujourd'hui les plus nombreux sont des gens qui sont en situation de pauvreté intermédiaire, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne sont pas dans des centres d'hébergement, qui sont, là on le voit, en logement, qui viennent d'être décrochés entre guillemets du corps social principal, soit elles sont depuis plus longtemps, mais en tout cas toujours dans cette situation effectivement de précarité entre guillemets intermédiaire. Et donc ça suppose beaucoup de choses en termes de réinclusion de ces personnes. Alors évidemment il y a la problématique des moyens économiques, du revenu, etc. Ça c'est un autre débat, mais en tout cas par rapport aux notions qui nous intéressent aujourd'hui, notamment celle de la consommation, on voit que c'est une population qui a des attentes en matière d'inclusion dans la société par la consommation. Ces attentes, elles sont très fortes. Elles sont en partie satisfaites par les dispositifs d'économie sociale et d'épicerie sociale et solidaire, et donc ça signifie que c'est des systèmes qui fonctionnent d'un certain point de vue. On voit bien aussi les limites de l'exercice avec des gens qui vivent leur situation, donc un sentiment de frustration qui est très fort, avec un sentiment de déclassement, comme ça a été dit, et donc avec cette logique de dire que une partie de leur vie sociale est inexistante ou éteinte du fait de la difficulté d'accès à un certain nombre de produits et de ne pas, en tout cas, pouvoir symboliquement agir comme le reste de la société. Et donc, on va avoir, alors nous évidemment c'est le cœur de notre action associative du quotidien, la question qu'on pose à travers finalement une initiative de recherche, c'est de dire, ok, là on parle de ce constat initial, par rapport aux valeurs qui sont véhiculées, qui sont portées par rapport à la capacité d'agir via la consommation, comment ces gens peuvent se sentir inclus dans la sphère sociale et politique s'ils n'ont pas accès à ce genre de produits ou ce type de produits. Et c'est finalement ça qu'on va questionner ensuite. Et je vais laisser Valérie développer cet aspect-là. Avant de vous passer la parole, bien entendu, puisqu'on est affreusement en retard. L'idée là, c'est effectivement d'avoir une réflexion sur la manière dont on va permettre à ces gens de se repositionner dans ce processus de transition écologique, sachant que finalement leur limite ou leur incapacité à avoir accès à un certain nombre de produits les prive aussi d'une capacité d'action dans la sphère publique, puisque aujourd'hui le citoyen ou la citoyenne, elle est aussi consommateur ou consommatrice, et finalement quelque part, lorsqu'on n'a pas les moyens de consommer comme on l'entend, ou en tout cas qu'on est contraint de ce point de vue-là, on ne peut pas exercer pleinement l'intégralité de ses droits. Et ça, c'est particulièrement vrai dans le processus de transition écologique. Et donc, voilà, c'est tout ce qu'on va questionner. Je ne serai pas plus long. Valérie, si tu veux dire un petit mot, puis si vous avez des questions ou des interrogations d'une manière ou d'une autre. On est tellement, il y a tellement de temps qui est passé. Non, juste pour dire quel est le lien avec le groupe de travail. Voilà, c'est vraiment, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment. En fait, il l'a très bien dit, Philippe, donc je ne vais pas paraphraser. Mais nous, maintenant, notre souci, c'est vraiment de voir, ce qu'on disait tout à l'heure, on s'appuie plus sur la pédagogie des opprimés, je sais pas si c'est nécessaire, voir comment ne pas vous faire, comment en fait on peut restituer nos connaissances aux personnes qui ont été interrogées. Donc ça c'est vraiment important pour nous. On le fait aussi, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure. En fait, je suis en complément, je n'attends pas du tout la question, je suis désolée, mais je suis en complément de ce que tu dis. On le fait aussi, on a des stagiaires, on cherche des financements aussi pour avoir des stagiaires dans les équipes de recherche. Et notamment, il y a une stagiaire effectivement qui a fait une étude complémentaire au Crédoc, qui a été interrogée parce qu'elle-même, elle a bénéficié en fait dans sa jeunesse des épiceries sociales et solidaires. Aujourd'hui, elle fait une thèse
que voilà, comme on n'a pas financé, mais qu'elle fait une thèse sur le zéro déchet. Et en fait, elle est une personne extrêmement précieuse pour nous parce que, vous voyez, elle navigue dans différents réseaux sociaux. Et aujourd'hui, effectivement, elle va nous aider beaucoup à restituer justement cette connaissance auprès des personnes en situation de précarité. Donc ça, c'est vraiment des dispositifs qu'on a envie de perdurer parce que c'est vraiment important. Je vous parlais des jeunes, mais en fait, on a aussi des jeunes, donc c'est pas leur histoire, mais quand on ouvre la boîte de leur histoire, on se dit, ah oui, ben, quand ils s'intéressent à ces sujets, c'est pas un hasard, mais en fait, c'est vraiment des personnes qui sont extrêmement précieuses pour nous. Donc voilà, et qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Oui, alors on voit juste, par rapport à ce qu'a dit Philippe, c'est vraiment intéressant. Nous, on a un vrai questionnement, et chez ADN, depuis très longtemps aussi, sur cette notion de bien de première nécessité. C'est quoi en fait un bien de première nécessité? C'est une question qui est hyper difficile, mais même pour nous. Nous, dans une situation de précarité, c'est dur pour nous de dire finalement qu'est-ce qui est essentiel. Et vous voyez bien par rapport à cet exemple des meubles, cet exemple est assez génial, parce qu'on peut tout de suite, avec nos schémas de pensée, nos stéréotypes, nos préjugés, on peut dire, bah non, de toute façon, première idée, c'est, bah non, elle ne va pas avoir de meubles parce qu'elle va les revendre, tout simplement. Et bien non, en fait, parce que cette dame, en fait, elle n'avait rien. Donc, elle a un appartement, elle n'avait rien dedans. Et il y a aussi un exemple très intéressant d'un micro-ondes. Vous savez, on dit toujours, un micro-ondes, c'est un bien essentiel, etc. Et exactement, il s'y passe. Il disait aussi qu'il y a une personne âgée, en fait, elle gaspillait l'alimentation qu'il donnait, tout simplement parce qu'elle ne pouvait pas se servir d'un four. En fait, elle ne pouvait pas s'en servir parce que c'était trop lourd, etc. Et donc, ils lui ont donné un micro-ondes pour qu'elle puisse cuisiner, enfin, réchauffer effectivement les plats. Donc, vous voyez bien qu'un bien qui paraît non essentiel dans nos représentations, on dit bah non, mais faire un micro-ondes, ça ne sert à rien. Bah, en fait, non. En fait, il faut étudier les situations, c'est ça qui est extrêmement complexe. Et c'est d'ailleurs ce que dit, on a un petit socle théorique, excusez-moi, je vais me dire ce casquette universitaire, c'est pas très intéressant, mais en fait, on a mis beaucoup de temps à essayer de se trouver un chemin et un socle théorique où on s'appuie beaucoup sur les capacités de la matière saine. C'est un économiste qui a beaucoup travaillé sur la précarité. C'est hyper intéressant. Et en fait, nous, on a un socle un peu solide sur lequel on s'accroche pour justement travailler cette justice sociale. Voilà, je dis un peu tout et n'importe quoi, excusez-moi, je ne sais pas un peu partout. Mais voilà un peu ce que je